Diplômé de l'École supérieure de commerce de Compiègne, il est titulaire de 2 MBA obtenus à l'Université de Québec et à l'École commerciale centrale de Varsovie. Ce franco-libanais débute sa vie professionnelle chez Carrefour dès sa sortie de l'école en 1994 comme manager stagiaire dans l'hypermarché de sa ville. Il est repéré sans tarder car il imagine un outil informatique de gestion des commandes et des stocks destiné à remplacer le bon vieux cadencier papier rempli 3 heures par jour à la main. Le programme a un tel succès qu'il est chargé de le déployer en France. Il va ensuite gravir tous les échelons et passer par différents postes au siège. En 2006, après 11 ans en France, il débute un long parcours international qui va lui permettre d'exercer différentes fonctions à travers 6 pays. Il commence par la Pologne comme directeur de l'organisation et des systèmes d'information. 5 ans plus tard, il part en Turquie comme directeur marchandises et supply chain, puis au même poste en Roumanie 2 ans et demi après. En 2015, il part piloter son premier pays pour Carrefour, Taïwan, qu'il réussit à transformer en 3 ans pour en faire l'un des pays les plus rentables du groupe. Il est alors repéré par Alexandre Bompard, tout nouveau PDG du groupe, qui lui propose en 2018 d'aller redresser l'Argentine, où Carrefour est en difficulté. En quelques mois, il redresse les ventes et revient à l'équilibre. Après avoir remis également sur les rails Carrefour en Espagne, mon invité devient directeur exécutif de Carrefour France en 2020. Alors le groupe Carrefour, vous connaissez forcément, c'est un acteur majeur de la distribution alimentaire en France et dans le monde, avec 320 000 collaborateurs et plus de 12 000 magasins répartis dans plus de 30 pays en Europe, en Asie et en Amérique latine. La force de mon invité a été de réussir à redresser Carrefour dans chaque pays tout en mettant l'humain au cœur du dispositif. Quand on l'interroge sur sa mission, il répond qu'elle est, je cite, de faire en sorte que les collaborateurs de Carrefour viennent le matin avec le sourire pour satisfaire les clients et faire prospérer l'entreprise. Je précise qu'il est également colonel de la réserve citoyenne de l'armée de l'air et de l'espace. J'ai le plaisir de recevoir pour ce podcast Demain vous appartient un dirigeant vraiment engagé, Rami Bétier. Bonjour. Bonjour Claire. Alors la première question que j'ai envie de te poser, Rami, c'est qu'est-ce qui a guidé ton parcours? Tu es un bébé Carrefour, tu as fait tout ton parcours chez Carrefour jusqu'à présent en tous les cas. Comment est-ce que tu es devenu un dirigeant engagé? Merci pour cette belle introduction. Je crois que ma force particulière, c'est l'amour des gens. Et donc, aimer les gens, c'est un impératif dans mon métier. Aimer les clients, aimer servir, aimer les collaborateurs. Nous sommes aujourd'hui 150 000 collaborateurs en France, plus de 350 000 dans le monde. Et donc, quand on aime les gens, on aime servir. Aussi, il faut aimer les produits, l'innovation, la productivité, le digital, la disruption. Ne pas accepter le statu quo. Également, il faut aimer les chiffres, la finance, les progressions, les performances. Et je crois bénéficier de ces qualités qui sont l'amour des gens, l'amour de l'innovation, de faire bouger les choses et avoir le courage managérial pour aller réaliser une performance financière qui satisfasse donc les investisseurs. Et alors toi qui as de nombreuses expériences en tant que dirigeant en France et à l'étranger, comme je le disais en introduction, est-ce que tu partages la conviction qui est la mienne que si on parle de RSE depuis longtemps, nous sommes aujourd'hui face à un phénomène nouveau qui est celui de l'entreprise citoyenne, de l'entreprise qui s'engage pour des causes? Naturellement, c'est très important. Plus la société elle devient importante et grande, plus elle a des responsabilités sociétales, sociales, environnementales, économiques aussi. Et donc, c'est dans ce contexte-là que j'inscris l'activité que je dirige. Mais aujourd'hui, le président de Carrefour, Alexandre Bompard, il met aussi la RSE au sommet des priorités de Carrefour. À titre personnel, par exemple, la responsabilité sociale, qui est un volet de la RSE, pour moi, est une priorité. J'ai créé l'école des leaders qui est un ascenseur social qui permet à n'importe quel salarié au sein de l'entreprise de lever la main pour progresser et évoluer, prendre l'ascenseur social, ce qui permet, par exemple, à une hôtesse de caisse de devenir directrice de magasin.
sans avoir un CV, sans regarder son âge, la couleur de sa peau, l'adresse de son domicile. Et donc, je pense que notre responsabilité RSE environnementale, vis-à-vis aussi des producteurs, vis-à-vis de l'empreinte carbone, je pense que tout cela, aujourd'hui, fait partie de nos priorités quotidiennes. À Carrefour, mais aussi à toutes les sociétés qui aspirent à avoir un rôle dans le futur. Tout à fait. Et donc, cette école des leaders que tu as mise en place, comment elle fonctionne concrètement? C'est des gens qu'on forme, en fait, ils se portent volontaires et puis on les forme, on les aide à gravir les échelons? C'est-à-dire, Carrefour, cette année, va fêter 60 ans. Au mois de juin, on aura 60 ans d'âge. Le premier magasin a été né en juin 1963 à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne. Et c'est comme ça que moi, j'ai grandi chez Carrefour. On se fait repérer, ou tu l'as dit toi-même, et puis après, on est repéré, et puis après, on passe au poste suivant. Jusqu'au moment, en 2018, j'arrive en Argentine et j'avais la responsabilité de retourner le pays, redresser Carrefour Argentine qui perdait 90 millions d'euros par an. Et mon objectif, c'était au bout de 11 mois, arriver à une rentabilité positive. Mais ça, c'est un autre sujet. Je vais visiter mon premier magasin à Buenos Aires et il y a une hôtesse de caisse qui m'interpelle. Elle me dit Monsieur Bétier, moi j'ai arrêté mes études parce que je n'avais pas les moyens et j'ai eu des problèmes personnels et familiaux. Comment Carrefour peut me donner la chance d'évoluer? Je lui ai dit vous allez être repéré par votre directeur de magasin qui va vous proposer d'évoluer. Elle m'a dit, le problème, c'est que nous sommes 220. Le directeur, il ne reste pas plus de 2 ans et demi. Le temps de faire le tour, il peut passer à côté sans me repérer. Et puis, moi, je n'évoluerai jamais. Et donc, tout de suite, j'ai décidé, au moment en discutant avec elle, j'ai eu une sorte de révélation. J'ai décidé d'inverser la pyramide. Donc, au lieu que ce soit le manager qui repère le collaborateur ou la collaboratrice, ben en fait, c'est inverser la pyramide, c'est le collaborateur, et n'importe quel collaborateur. Même tout en bas de l'échelle. Exactement. Et en fait, il devient en haut de l'échelle, et là, il lève la main, et il dit à son manager et aux ressources humaines, je pense avoir les qualités pour évoluer au sein de l'entreprise. J'ai la motivation, etc. Et je veux assumer plus de responsabilités. La RH et son manager le reçoivent en entretien, après lesquels il suit des études au sein de Carrefour et au sein de l'Université Dauphine pour la France qui durent 6 à 8 mois. À l'issue de ces études, il présente des examens comme dans une école normale. Il présente un mémoire de fin d'études. Ouais. Et il est jugé par un jury de l'Université Dauphine. Et s'il obtient plus de 12,5 sur 20, il passe. Sinon, il doit répéter les matières. Et aujourd'hui, je suis fier d'annoncer le chiffre de 1200 élèves entre ceux qui sont diplômés et ceux qui sont en cours actuellement, de salariés qui sont devenus cadres ou qui vont devenir cadres dans les différents niveaux de l'encadrement. C'est une fierté pour moi qui permet effectivement à ceux qui n'ont pas de CV, ceux qui n'ont pas eu la première chance ou ceux qui n'ont pas su saisir la première chance, eh bien, de poursuivre ce parcours à travers l'école des leaders et d'évoluer. J'ai des élèves qui ont plus de 55 ans, j'ai presque autant de femmes que d'hommes. Je ne regarde ni l'âge, ni la couleur de la peau, ni l'orientation, il n'y a rien du tout. Je ne regarde que la compétence et la motivation de la personne pour assumer plus de responsabilités. Donc c'est très intéressant. L'ascenseur social fonctionne chez Carrefour et les salariés sont motivés. Donc c'est passionnant. Autre question, en 2018, le groupe Carrefour a lancé un grand plan de transformation global qui s'intitule Act for Food et qui est un programme mondial d'actions concrètes déployées dans chaque pays où Carrefour est implanté. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce programme ? Act for Food, c'est pour répondre aux attentes du client qui disent le prix est très important et la qualité et manger sain, c'est quelque chose d'extrêmement important.
Donc Carrefour s'est engagé dans la qualité des produits, dans notre responsabilité contre l'obésité, contre la destruction de la planète, contre le pesticide, contre toutes les matières ajoutées nocives pour la santé. Et donc, mais aussi contre la pêche non éthique, contre l'élevage non éthique. Et donc, on a défini un certain nombre d'actions et un certain nombre d'engagements qu'on a appelé Act for Food. Il est temps d'agir pour le manger sain. C'est ça la traduction en français. Et donc, puisqu'il était temps, on a défini un certain nombre d'actions. À nos pêcheurs, on leur a envoyé la charte. Voilà comment on veut que la pêche soit faite. Pour les éleveurs, voilà comment on veut que l'élevage soit fait. Pour les ingrédients de nos produits Carrefour, voilà les matières qu'il faut retirer et qu'il faut éviter, de manière à rendre notre gamme la plus saine possible. Et donc, Act for Food est un programme qui permet à nos clients qui consomment les produits de qualité Carrefour ou les produits à marque Carrefour d'être sûrs à 100% de cette qualité. Je vais te prendre un exemple, Vas-y. si je peux me permettre. J'ai visité un producteur de pommes de terre dans l'Essonne. Il s'appelle Nicolas. Et il me dit, Monsieur Bétier, vous voyez ce cahier, c'est un petit cahier léger. Il m'a dit, ça c'est le cahier des charges pour produire de la pomme de terre en France. Vous voyez ce cahier, et c'est un cahier un peu plus épais. Il m'a dit, ça c'est le cahier des charges pour produire la pomme de terre dans l'Union européenne, donc qui est un peu plus exigeante. Il m'a dit, vous voyez ce cahier qui est plus épais que les deux autres. Il m'a dit, ça c'est le cahier des charges de la filière qualité Carrefour. C'est un produit Carrefour. Et quand il présente les conditions que nous mettons dans le cahier des charges, c'est juste admirable. Et il réussit à le faire. Ça veut dire aujourd'hui, la qualité et le contrôle que nous exerçons sur nos produits fait de nos produits un excellent rapport qualité-prix, avec une qualité socialement, économiquement et du point de vue environnemental, eh bien, très RSE et très proche du citoyen engagé. Et du coup, est-ce qu'on peut dire, Rami, que Carrefour est passé d'un rôle de distributeur à un rôle de sélectionneur? Vous sélectionnez les gens avec qui vous travaillez en fonction de ces critères, justement. Je me permets de dire les deux. C'est-à-dire, nous sommes sélectionneurs, mais nous avons gardé le rôle du distributeur général. Donc, nous sommes passés du rôle du distributeur qui n'avait pas de message au rôle du distributeur maintenant engagé contre l'obésité, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'on s'interdit de vendre certains produits qu'on appelle plaisir, etc. Oui. Tout en expliquant aux clients les bienfaits, mais aussi les conséquences d'un excès dans la consommation de certaines boissons ou certains produits. Il y a de la pédagogie. Donc, il y a de la pédagogie, mais aussi le fait de garder notre rôle de distributeur et un rôle de pédagogue, effectivement, par rapport à la consommation, sans se placer dans le rôle de l'éducateur du premier degré. Oui, je comprends. Et pour s'attarder donc sur ce sujet de bien manger ou de la malbouffe, qui constitue une vraie préoccupation de santé publique, est-ce que vous avez d'autres leviers? Je sais qu'il y a des moyens d'action comme le développement des produits bio, comme Nutri-Score. Est-ce que tout ça s'est développé chez Carrefour? Alors, naturellement, puisque depuis Act for Food, Carrefour a développé dans les grands formats, et vous savez, nous avons 240 hypermarchés, des magasins de grande taille. Nous avons à peu près 1000 magasins appelés Market. Nous avons plus de 4500 magasins de la Proxy, donc Carrefour Contact, Carrefour Montagne, Express City. Nous avons Promo Cash et nous avons Sobio. Et depuis un an et demi, nous avons Bio C'est Bon. Nous avons acquis donc Bio C'est Bon. Alors, au-delà de Sobio et Bio C'est Bon, qui sont deux enseignes spécialistes dans la vente du bio, nous avons aujourd'hui dans notre marque Carrefour développé beaucoup de produits marque Carrefour bio. Et nous avons réservé un espace, un univers dans nos magasins qui s'appelle l'univers bio. Et ça, vous le retrouvez dans la majorité de nos magasins hypermarchés, où vous entrez à l'intérieur de cet espace, vous ne trouverez que des produits bio. Ce qui nous a permis de devenir leader dans le bio en France, et nous en sommes très satisfaits. Naturellement, nos produits Carrefour
Ils suivent aujourd'hui un score que j'ai appelé le 5-5-5-5, donc 4-5. Mhm. Et ce score eh bien, consiste à contrôler les ingrédients, la couleur, le goût, le packaging, le prix, la qualité, l'origine, le nombre de kilomètres parcourus en train ou par avion ou Mhm. par bateau, etc. Donc de manière à avoir un score au-delà du Nutri-Score par produit. Et lorsque le score est mauvais, eh bien, on essaie de corriger le produit, sinon on le retire. D'accord. Alors, autre enjeu qui touche plusieurs secteurs, hein, donc la grande distribution, je pense à l'hôtellerie aussi. Maud Bailly, qui travaille dans le groupe Accor, nous en parlait à ce micro. C'est l'enjeu du gaspillage alimentaire. C'est un gros enjeu pour vous aussi. Comment est-ce que vous luttez contre ce phénomène chez Carrefour? C'est un sujet extrêmement important pour moi, pour mes équipes et pour l'ensemble de la société. Le gaspillage alimentaire, il représente malheureusement entre 25 à 30% de ce que produit la Terre. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Mm. C'est énorme. Alors, bien sûr, peut-être on est moins concerné que certains restaurants, dans certains métiers où il y a des buffets suite à des fêtes, etc., où on jette énormément de choses. Mais on est concerné quand même. On est concerné par la casse de certains produits. On est concerné par les produits qu'on a commandés ou qu'on a produits qu'on n'a pas réussi à vendre. Et donc, j'ai mis en place une échelle pour organiser ce phénomène et pour réduire les déchets alimentaires à néant. La première chose, c'est commander ce dont j'ai besoin. Et je l'ai appelé techniquement, si tu permets d'entrer dans le détail, Ouais. 0,8-1,8. C'est-à-dire, je ne commande pas moins de l'équivalent de 0,8 jours de vente, donc pour ne pas tomber en rupture, Mhm. mais je ne commande jamais plus que 1,8 jours de vente. Donc, pour être bien dans mon stock, je ne vais pas aller chercher 5 jours de commande de tomates ou de pommes de terre ou de baguettes, etc. Mhm. Donc, je me limite entre 0,8 et 1,8. On a déployé ce système-là. Tu l'as dit dans ton introduction, dès mon stage au début de 1995, j'ai travaillé sur l'automatisation de la proposition de commande. Donc, l'année dernière, j'ai pensé à ce système 0,8-1,8, ce qui nous permet, dans un premier temps, d'éviter les excès, d'avoir 14 jours de vente, par exemple, de tomates, alors que la tomate, elle vit 2 jours. Mhm. Et devoir aller jeter la tomate, c'est pénible et c'est dommage. Pour tout le monde, d'ailleurs. Pour l'investisseur, pour le client, pour le salarié, pour la planète, pour le producteur, pour le transporteur qui a transporté la tomate, qui n'aura servi à rien. Donc, en fait, pour tout le monde. Donc, le 0,8-1,8 d'entrée de jeu. Ce qu'on n'arrivera pas à solutionner avec ce 0,8-1,8, eh bien, il faudra le vendre avec une remise avant la fin de la période. Ce qu'on n'arrivera pas à vendre avec une remise, eh bien, on va en faire un don. Ce qu'on n'arrivera pas à en faire un don, eh bien, à ce moment-là, il faudra le jeter et ne pas le vendre périmé. Mais avant de jeter le produit, il va traverser un nombre d'étages de contrôle. Ouais. D'abord, bien commander, ne pas trop commander, ne pas sous-commander non plus. Deuxièmement, ce qu'on n'a pas vu à travers cette formule de commande simple mais magique finalement, eh bien, nous allons le remiser et le vendre à moins de 30%. Par exemple, il me reste 3 poulets rôtis quand même le soir. Eh bien, moins 70%, moins 30% de manière à les vendre. Ce que je n'arrive pas à vendre malgré la remise, je donne. Et vous donnez à qui? Alors, on donne à des associations locales et nationales. Ce matin, par exemple, j'étais avec les Restos du Cœur. Vous avez des partenariats? On a des partenariats avec les banques alimentaires, avec les restos. Ce matin, j'étais avec les Restos du Cœur et je les remerciais en même temps et remercier Carrefour pour notre partenariat. Mais également, au niveau local, dans les magasins, nous sommes un peu partout en France. Aussi, on travaille avec des associations locales qui viennent chercher sur appel, effectivement, les 2 ou 3 baguettes qui restent, etc. L'objectif étant de revenir sur cette formule 0,8-1,8 et l'utilisation de nos applications qui nous permettent de vérifier les produits en voie de péremption pour les remiser le plus vite possible afin d'éviter de les jeter. Je pense que c'est notre responsabilité environnementale, mais au-delà, pour être tout à fait complet, notre responsabilité économique. Parce que tout l'argent qu'on jette, toute l'alimentation qu'on jette, au-delà du fait que c'est très mauvais et pénible pour l'environnement et pour tous ceux qui ont travaillé pour amener le produit là avant de le jeter, eh bien,
c'est mauvais aussi économiquement. À Tu titre vois une personnel, différence depuis que ça a été mis en ah place, oui, ça? ah Ouais. oui, oui, largement. Ça a été mis en place à quel moment? On l'a mis début 2021. D'accord. Et tu vois déjà Ah oui, un effet? Ouais. largement. Mmh. Et donc, d'ailleurs, je demande aux équipes que les économies réalisées grâce à l'utilisation de ce modèle soient remises dans les prix. Et donc, ces économies sont remises aujourd'hui dans le prix, ce qui permet aussi d'avoir des prix plus intéressants, etc. Donc, naturellement, le fait d'améliorer le système de commande, d'améliorer la gestion, identifier les produits en voie de péremption avant qu'ils ne soient périmés, Mmh. voilà. Et à titre personnel, alors ça c'est plus ma responsabilité de citoyen, au-delà du tri qu'on fait à la maison, dans les différents sacs de poubelle, etc., Mmh. eh bien, j'ai mis une feuille au-dessus de la poubelle où j'ai demandé aux membres de ma famille d'écrire ce qu'on jette pour faire le point à la fin de la semaine, à la fin du mois, dire voilà ce qu'on a jeté, l'équivalent en valeur, l'équivalent en argent, et surtout l'équivalent, combien de personnes ça aurait pu nourrir Mmh. si on devait... Et donc de manière à ce qu'on soit conscient, effectivement, comment conserver les produits, comment acheter correctement les produits, etc. Donc ça, c'est à titre personnel, c'est un engagement aujourd'hui en tant que citoyen, au-delà de mon engagement en tant que directeur général de Carrefour en France. Alors, je voudrais qu'on entre un peu plus dans le sujet environnemental. C'est un sujet dont on parle énormément. La sobriété énergétique a été le sujet de la rentrée. Est-ce que Carrefour a pris des mesures spécifiques pour faire face à cette problématique et pour diminuer sa consommation énergétique? Absolument. Pour des raisons environnementales et pour être complet aussi, pour des raisons économiques. Quand le cours de l'énergie il augmente jusqu'à 100%, 200%, 300% pendant quelques semaines, c'est vrai que toute l'équation économique aussi, elle est sous pression. Et l'environnement aujourd'hui, c'est-à-dire la planète ne nous permet plus aujourd'hui de consommer de la même manière qu'avant. Donc tout d'abord, c'est un embarquement de l'ensemble des salariés de Carrefour dans les bonnes pratiques. Et on a appelé ça « chez nous, chez vous ». C'est-à-dire faites au travail comme si vous étiez chez vous. Moi, chez moi, quand je sors de la chambre, j'éteins. Quand je sors de la cuisine, j'éteins. Quand le four, j'en ai pas besoin, je l'éteins. Quand je pars en vacances, j'éteins et je fais en sorte de ne pas mettre le chauffage, ne pas laisser le chauffage allumé, etc. Eh bien, on va se comporter de la même manière au travail que si on était chez soi. Ça, c'est la première action. Et elle est immédiate. Et tout le monde la comprend. Et ça veut dire quoi, par exemple, justement? Mais ça veut dire le four qu'on allumait à 5 heures du matin pour commencer à produire le pain à partir de 8 heures, bah, c'était plus nécessaire. Donc maintenant, on allume le four à 7h30, le temps de chauffer, et puis on cuit le pain à 8 heures. Ça veut dire que la réserve qui peut rester allumée le soir de 20h à 22h, bah, il y a des gens qui vont aller chercher quelques produits et revenir, eh bien, ils vont allumer et puis ils vont éteindre. Ouais. On ne va pas laisser la réserve allumée jusqu'à 22h. Par exemple, les bureaux. Les bureaux, le samedi, en magasin, les managers sont sur la surface de vente. Donc, nous n'allons pas chauffer les bureaux. Au siège à Massy, hier, je portais mon manteau dans mon bureau. Et il a fait particulièrement froid et je n'ai pas un bureau exposé au soleil. Et donc, effectivement, ce sont des actions, des comportements en fait, de bons citoyens. Et donc, ça, c'est la première action. Après, c'est la réparation des meubles de froid. La réparation, l'investissement dans des meubles de froid. Et puis, la fermeture avec des portes. Quand vous avez des meubles de froid ouverts, eh bien, ça consomme beaucoup plus. Parce que la température de l'air doit être de 19 degrés, alors que la température des produits dans les meubles de froid doit être inférieure à 0. Et donc, il y a toujours effectivement cette énergie additionnelle quand les meubles de froid sont ouverts. Et donc maintenant, on a décidé de fermer l'ensemble des meubles de froid avec un investissement, soit sur la vétusté des meubles de froid pour acheter de nouveaux meubles de froid. Et quand les meubles de froid ne sont pas obsolètes, eh bien, on rajoute des portes. Et donc, un certain nombre d'actions de manière à faire face à la consommation énergétique. Et dernièrement, on a associé le client où on a sacrifié 1 degré
pendant le mois de décembre. Donc, on a baissé la température d'1 degré dans nos magasins. On a arrêté, par exemple, la communication musicale dans les magasins. On a dépassé les heures silencieuses, etc. Donc, tout cela, ça aide naturellement à exercer le programme de la sobriété énergétique. Et est-ce que vous engagez vos fournisseurs dans cette stratégie environnementale ? Eh bien, dans le plan 2026 que Alexandre Bompard a présenté au mois de novembre, il est écrit clairement que les fournisseurs de Carrefour doivent s'engager à diminuer l'empreinte de carbone et de 1,5 degré. Et faute de quoi, eh bien, Carrefour ne pourra plus travailler avec eux d'ici 2026. Bien sûr, l'objectif, c'est ne pas travailler avec un fournisseur. L'objectif, c'est de soutenir le fournisseur dans ses décisions internes pour aller dans le sens donc, de la RSE que Carrefour veut assumer auprès des clients en tant que société citoyenne. Et alors, dans la grande distribution, il y a un gros enjeu autour de la réduction des emballages et notamment du plastique. Ça, c'est un sujet que vous traitez, j'imagine. Naturellement, à chaque fois, on peut éviter le plastique, il faut le faire. Pareil. Vous mettez du carton à la place ? Alors, du carton ou même acheter des volumes sans carton. Le vrac ? On a ici, par exemple, le vrac. Et nous, on a déployé le vrac un peu partout. Aujourd'hui, on vend beaucoup de produits dans le vrac, qu'ils soient bio ou qu'ils soient aujourd'hui de ce qu'on appelle entrée de gamme. Le café, aujourd'hui, on le vend en vrac. Le riz, on le vend en vrac. La farine. Et donc, on essaye d'équilibrer entre un souci de qualité avec de bons meubles et effectivement un souci d'éviter donc des emballages plastiques, etc., qui sont très mauvais pour la planète. Il faut essayer de tout concilier, c'est pas forcément c'est ça en fait. Simple. C'est pour cela, je préfère toujours parler d'un 360 degrés parce qu'il y a aussi les raisons économiques. Oui. Et le fait de diminuer l'utilisation du plastique, c'est très positif aussi économiquement parce que ça baisse le prix de revient du produit et donc ce qui nous permet de proposer de meilleurs prix à nos clients. Alors la RSE, on a un peu tendance à l'oublier en ce moment parce que le thème de l'environnement est omniprésent et écrase un peu les autres sujets, mais c'est aussi le S, le social, le sociétal, dont tu le disais tout à l'heure. Quel est votre grand combat chez Carrefour ? Enfin, est-ce que vous en avez un déjà ? Et si oui, quel est-il ? Comment vous l'avez choisi ? Et puis comment vous le menez ? Est-ce que vous avez une fondation pour mener ce combat ? Naturellement, nous avons la fondation Carrefour, qui aujourd'hui aide au niveau national et international dans toutes les causes sociales et sociétales. Et donc, lorsqu'il y a des inondations dans le monde, lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, lorsqu'il y a la guerre dans le monde, la Fondation Carrefour est présente pour être à côté de ceux qui en ont besoin. Donc c'est une aide alimentaire ? Alimentaire, des fois financière, un soutien logistique. Et donc, Carrefour est présent. Également, Carrefour s'inscrit dans l'intégration. Nous avons la volonté de soutenir les minorités visibles dans les pays et qu'elles soient représentées et représentatives dans nos structures. Leur donner cette chance, leur donner les moyens afin d'évoluer au sein de Carrefour. Nous avons la volonté d'intégrer des alternants. En 2021, nous avons intégré plus de 14 000 alternants à qui on a appris un certain nombre de codes et en même temps, ce qui nous a permis d'apprendre à nos managers quelques codes d'intégration, donc intégration et d'inclusion. Et donc, ce qui nous a permis effectivement de réussir cette mission. Donc, les alternants, ils viennent avec une volonté d'intégration et nous, on les retrouve avec une volonté d'inclusion. Et donc, ce qui nous a permis de réussir cela. Je pense que Carrefour, aujourd'hui, veut assumer ce rôle sociétal et social pleinement. Alors, justement, pour rester dans la continuité de ce sujet, je voudrais qu'on aborde un sujet qui nous tient particulièrement à cœur tous les deux, qui est le bien-être des salariés. C'est un sujet dont on parle de plus en plus, surtout depuis le Covid. Qu'est-ce que Carrefour fait pour ses salariés ? Alors, tu nous en as un petit peu parlé au début avec l'école
l'école des leaders. Quels sont, selon toi, les leviers pour favoriser le bien-être des collaborateurs aujourd'hui? Donc, il y a bien sûr l'ascenseur social dont on parlait. Est-ce qu'il y a d'autres mesures? L'ascenseur social, c'est très important pour ceux qui souhaitent évoluer, qui sont prêts à changer, assumer plus de Mm. responsabilités. Alors, je suis fier de voir qu'on a plus de 1200 élèves aujourd'hui, mais ce n'est pas la totalité des salariés. J'ai mis en place, en 2020, la méthode 5-5-5 en France, une méthode que j'ai développée quand j'étais à l'international, chez Carrefour. Et donc, en France, je l'ai appelé aussi le 5-5-5 bienveillance. Donc, comment le manager va jouer son rôle de donneur avant de de remplir un rôle d'honneur. Donc, au lieu de s'installer, disons, je suis le manager, je suis le dirigeant, etc., écartez-vous. Non, je suis dans un rôle de donneur avant d'être dans un rôle d'honneur. Et donc, le fait de donner, le fait de vouloir donner, le matin, un sourire, un bonjour, une poignée de main, parler avec la personne, lui accorder du temps, lui donner les moyens, l'écouter. Je pense que ça, c'est l'essentiel. Et donc, je passe beaucoup de temps dans mes journées et mes semaines à partager avec mes managers cette volonté culturelle d'être bienveillant. Et ma phrase que je répète presque quotidiennement, une dose d'exigence, 2 doses de bienveillance. Donc je crois que la bienveillance qui est devenue maintenant, c'est 5-5-5, c'est-à-dire 15 engagements écrits que la société Carrefour veut effectivement engager culturellement l'ensemble de ses managers afin de bien traiter les collaborateurs. Je pense que ça, c'est hyper important. Et ça fonctionne, les managers l'appliquent? Je peux dire que ça fonctionne mieux qu'hier. Et hier, mieux que la veille. Et cette année, mieux que l'année dernière. Et je suis sûr que demain, ça fonctionnera encore mieux qu'aujourd'hui. Et on essaye, nous, en tant que dirigeants, moi-même, de montrer l'exemple tous les jours. Donc, alors, c'est exactement la question que j'allais te poser. Là, on parle des managers et c'est un échelon clé. Et j'allais dire, le rôle du dirigeant que tu es, Rami, est aussi essentiel. Je sais que tu vas beaucoup sur le terrain. Je sais aussi que mettre chaque salarié en capacité de réussir, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Toi, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour tes salariés? Donc, j'ai défini les processus qui permettent à chaque salarié de s'exprimer. Le salarié, mais aussi les organisations syndicales. J'ai mis en place une réunion mensuelle avec les organisations syndicales pour qu'il y ait un échange et une écoute. D'accord. Parce qu'ils nous remontent des choses qui sont super utiles. Mmh. Et j'ai mis en place des tables rondes avec les salariés et leurs managers. Mais aussi une table ronde avec moi, où des salariés peuvent se connecter, s'inscrire et se connecter, me poser des questions par écrit, et moi je réponds pendant 1 heure par mois. N'importe quel salarié. N'importe quel salarié. D'accord. À n'importe quel salarié. Je fais la même chose pour les managers. Et je fais la même chose pour les directeurs. Donc chaque mois, j'ai 4 tables rondes. Une table ronde avec les clients, une table ronde avec les salariés, une table ronde avec les managers et une autre avec les directeurs de magasins, pendant lesquelles je les écoute. Aussi, j'ai mis mon adresse email disponible à l'ensemble des salariés sur notre outil de communication interne qui s'appelle WorkChat. Mais aussi, mon adresse email est disponible à l'ensemble des salariés, comme à l'ensemble des clients ou des intervenants externes, sur le site web Carrefour. Et est-ce qu'ils t'écrivent alors? Il y en a qui m'écrivent. Alors, il y a des clients qui m'écrivent, il y a des salariés qui m'écrivent, et à chaque fois, je reçois un courrier, un email, un courriel d'un salarié, d'un client, d'un fournisseur, eh bien, je réagis et je réponds. Alors, je délègue la question jusqu'à ce qu'on apporte une réponse aux salariés. Et à 80% des cas, on arrive à solutionner le problème. Et dans 20% des cas, eh bien, on explique à la personne la situation, mais par contre, il y a une réponse. Je m'engage à ce qu'il y ait une réponse. Alors, ce n'est pas mon rôle de faire ça, parce qu'il y a un manager direct. Mais dans le cas où le processus, le 5-5-5 bienveillance, n'aurait pas fonctionné malgré toute notre volonté qu'il fonctionne, eh bien, ils ont la capacité de contacter mes patrons dans le COMEX, c'est-à-dire mes N-1, mes patrons de format des départements et de direction, ou bien me contacter directement s'ils considèrent que je peux les aider. Et puis, il y en a qui me font confiance, et puis à chaque fois, je réponds à leurs demandes. Je considère que chaque salarié de mon équipe est un salarié unique. Je considère que chacun est de ma responsabilité unique.
Ça ne veut pas dire que je dis oui à l'ensemble des demandes, parce qu'il y a des Bien demandes sûr. qui sont légitimes, il y a des demandes auxquelles je ne peux pas dire oui, même si j'aimerais bien dire oui. J'ai un ensemble de choses à gérer. Et puis, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, tout simplement. Mais le nombre de choses sur lesquelles on est tout à fait d'accord, c'est plus de 60% des demandes. Donc, et c'est là-dessus que je travaille souvent. Mais au-delà de ça, je répète, il y a l'écoute, il y a le respect, il y a le fait d'accorder du temps, il y a le bon traitement. Je crois que c'est clé aujourd'hui dans le management, le partage, l'explication, faire embarquer, faire adhérer. Je pense que ça, c'est le nouveau mode de management. C'est fini maintenant, le bâton, la carotte, le chou, tout ça, Ouais, c'est absolument. terminé. Je pense que maintenant, il faut s'inspirer de cette méthode humaine qui donne d'excellents résultats économiques. Alors, autre question dont on parle beaucoup en ce moment, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Où est-ce que vous en êtes au sein du groupe? Et une question très simple et directe, combien est-ce que vous avez de femmes au COMEX? Alors, à titre personnel, je suis membre du conseil d'administration d'une association née aux États-Unis qui est internationale, qui s'appelle LEAD, L-E-A-D. Et c'est une association dont le but principal est d'aider les femmes à accéder à des postes suprêmes ou importants au sein des sociétés. Et ça, je m'y engage personnellement depuis des années. Maintenant, au sein de Carrefour France, j'ai parlé de l'école des leaders. La dernière promotion, on est à 42% de femmes. Et je suis sûr que dans les prochaines promotions, nous allons atteindre 50%. C'est ce que je veux. Maintenant, ce que je ne veux pas, c'est aussi pousser quelqu'un à assumer un poste qu'elle ne mérite pas ou qu'elle ne veut pas. Donc, en fait, je m'assure qu'il n'y ait pas de discrimination. Je m'assure que tout le monde ait les moyens pour évoluer. La formation pour évoluer. Et je donne la chance à tout le monde pour évoluer. Et je m'assure qu'il n'y ait pas de discrimination. Mais par contre, l'objectif numérique, je ne m'y engage pas à la fin de la semaine, quel que soit le résultat. C'est pas comme ça que je vois les choses. Je vois les choses en donnant les moyens, en donnant la formation si nécessaire, et en écoutant l'ensemble des personnes qui souhaitent évoluer et assumer. On parle de la parité homme-femme, mais aussi je parle de la mobilité réduite. J'ai aussi un objectif personnel et professionnel par rapport à l'handicap. Il y a aussi l'âge, il y a aussi les diplômes, il y a aussi l'orientation des personnes. Donc, je suis contre la discrimination. Et mon parcours et mes origines m'inscrivent naturellement dans cette voie-là. En ce qui concerne la parité homme-femme, aujourd'hui, au sein de Carrefour France, j'ai 2 patrons de format hommes et j'ai 2 patrons de format femmes. La patronne de Promocash, que j'ai nommée il y a 1 an et demi, et la patronne de Market, que j'ai nommée il y a 3 mois à la tête de Market. Et donc, et je l'ai fait parce qu'elles sont aussi de qualité, et puis elles sont en train de faire un excellent travail à côté des hommes. Donc l'objectif, c'est au-delà du nombre de la parité, mais aussi la qualité des postes. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on confie une responsabilité digne de ce nom aux femmes? Et aujourd'hui, Carrefour, sincèrement, on s'inscrit dans cette démarche-là. Après, tu sais qu'il y a une loi qui est passée, la loi Rixin, qui va imposer 40% de femmes dans les COMEX des grandes entreprises. À partir d'une date définie. Oui, tout à fait. C'est pas pour tout de suite. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que l'objectif du chiffre, du nombre... ça va dans le sens de ce que je dis, c'est-à-dire se donner les moyens pour y arriver et réussir. Et je pense que le fait de définir une date qui laisse le temps à tout le monde de s'organiser, ça c'est très bien parce qu'il faut se donner les moyens, il faut aider. L'école des leaders, ça prend 8 mois. Oui, tout à fait. Et c'est ce que j'allais dire, il y a des grandes entreprises, je pense à Allianz, je pense à Bouygues Télécom, et il y en a d'autres qui mettent en place des dispositifs spécifiques pour aider les femmes à prendre confiance, à progresser, et pour les mettre en capacité de prendre des postes de responsabilité, de prendre des postes de dirigeante. Et donc ça, c'est essentiel. Chez Carrefour, j'ai accepté une mission de parrain d'une promotion de jeunes femmes à potentiel. Oui, voilà, donc vous avez des programmes comme ça. Oui, et je passe du temps avec elle. Elle me pose des questions, je réponds, on partage.
Et on travaille effectivement sur leur formation afin de leur permettre effectivement d'accéder à cela. Avec l'Armée de l'air également, on travaille aussi sur l'ascension et la promotion de femmes dans la catégorie des officiers supérieurs. Donc, c'est un thème aujourd'hui qui est national et je suis fier d'y contribuer également à titre personnel. Alors, dernière question, Rami, avant de passer à la séquence numéro 2. Quelles est selon toi, quelles sont, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, quelles sont selon toi les clés d'une politique RSE réussie? Est-ce que c'est la volonté? Est-ce que c'est les moyens financiers? Est-ce que c'est avoir des idées, même si on n'a pas beaucoup de moyens? Est-ce que c'est choisir les bons partenaires associatifs? Pour moi, j'ai envie de dire tout ça à mon capitaine. Ah ouais. Maintenant, je pense qu'il y a la volonté sincère. La sincérité, la volonté sincère. Parce qu'après, on trouvera un chemin. Je pense que ça, c'est hyper important. Et la volonté, elle doit venir du dirigeant. La volonté, elle doit venir effectivement du dirigeant, mais pas que. Parce que des fois, quand la population est convaincue, le dirigeant est convaincu. Et l'inverse aussi est vrai. C'est pour ça, des fois, passer par le bas, bottom-up, c'est très bien aussi. Parce que les dirigeants sont convaincus aussi par la volonté effectivement, des consommateurs, des clients, des citoyens, tout ce que tu veux. Ouais. Et l'inverse aussi est vrai. Un dirigeant qui a une vision, aussi, il peut... oui, ça infuse auprès des managers. Effectivement, top-down. Alors, maintenant, au-delà de la volonté sincère, moi, je vois en fait une gestion à 360 degrés. Il y a des sujets qui sont importants pour la planète, mais qui ne sont pas très positifs pour l'économie immédiatement. Il y a des sujets qui sont très importants pour la planète et qui sont très importants pour l'économie d'une société, d'une entreprise. J'ai choisi dans l'ordre de traitement des sujets, de traiter les sujets où il n'y a pas de conflit immédiat entre l'entreprise, les salariés, les clients, les investisseurs et l'institution et l'environnement. Je prends l'exemple du gaspillage alimentaire. Je le traite et j'y consacre plus de temps que d'autres thèmes, par exemple, où il y aurait peut-être un petit conflit. Donc, c'est-à-dire sur le roulage des camions, on est en train d'optimiser le nombre de roulages de camions, mais je n'ai pas prévu de réduire au détriment de la disponibilité de mes produits. Alors que le gaspillage alimentaire, je sais qu'à chaque fois que je passe 1 minute là-dessus, c'est l'ensemble de la chaîne qui en bénéficie. Et donc, sur le gaspillage alimentaire, on y va donc très clairement. Et donc, dans l'ordre de classement, j'essaie de ne pas perdre en vue le 360 degrés. C'est-à-dire, quand je décide une direction, quels sont les impacts aussi sur les autres volets. Ouais. Et c'est pour ça aussi se donner le temps. Donc, quand je décide de supprimer un produit, par exemple, comment je m'organise pour remplacer une solution? Parce que mon objectif, avant d'être le grand sélectionneur ou donneur de leçons, c'est d'être quand même le distributeur sur lequel 3 millions de Français comptent tous les jours. Ouais. Donc, on a 3 millions de Français qui visitent nos magasins et nos plateformes digitales tous les jours. L'année dernière, nous avons eu l'honneur d'accueillir 3 Français sur 4. Et donc, cette responsabilité aujourd'hui, 360 degrés, m'impose, quand je prends une orientation, de garantir une continuité de la chaîne. Et de cette manière-là, on voit qu'on bouge des montagnes, on bouge sur le plastique, sur le gaspillage alimentaire, sur plein de thèmes où toute la chaîne et toutes les parties prenantes sont tout à fait alignées et favorables. D'accord, c'est très clair. Alors, nous allons passer à la séquence numéro 2 qui s'appelle du tac au tac. Il faut choisir entre 2 choses. Il est interdit de répondre les 2, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et je précise qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Alors, c'est parti. Est-ce que tu es plutôt bain ou douche? Douche. Côte de bœuf ou tofu? Côte de bœuf. Plage ou piscine? Plage. Avion ou train? Train. Arrondi en caisse ou pourboire? Pourboire. Gourde ou bouteille d'eau? Gourde. Réunion en présentiel ou en distanciel? T'as envie de me dire les 2, là. J'ai envie de dire les 2. En fait, en présentiel pour inspirer et en distanciel pour suivre un sujet. Mais pour inspirer, pour le lancement. Pour le lancement, pour gérer, pour thématique. Embarquer en présentiel, une poignée de main, un regard. Et pour suivre un sujet, avant d'arriver ici, j'étais en call sur Meet et ma journée est comme ça. Donc j'ai envie de dire les 2.
Bon, Pardon. on va faire une exception. Pardon. Est-ce que tu es plutôt livre ou liseuse? Livre, Journaux papier ou tablette? tablette, Bah, même, écoute, même téléphone. même téléphone, d'accord. Écoute, merci pour ces réponses du tac au tac. Alors, ce podcast touche à sa fin. Rami, je vais te laisser la parole pour le mot de la fin. Tu nous dis ce que tu as envie de nous dire en 30 secondes, 1 minute. Le mot de la fin pour nos auditeurs. Et je précise que nos auditeurs sont pour beaucoup des entreprises. Donc, si tu as une bonne pratique à partager avec elles, un conseil à leur donner, voilà, ça peut être quelque chose de pertinent pour le mot de la fin. Un mot de remerciement de m'avoir reçu, de m'avoir donné la parole. Un mot d'encouragement à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui, que les questions de RSE, donc qu'elles soient des questions autour de produits, autour de l'environnement, ou autour du social et du sociétal, ne s'opposent pas à l'économie. Et Carrefour en est la preuve absolue. Et si j'ai une bonne pratique à partager avec vous, c'est classer dans l'ordre d'alignement vos thèmes, et vous trouverez qu'il y a énormément de thèmes aujourd'hui, parce qu'on est au début de toutes ces démarches, eh bien, qui sont en alignement avec toutes les parties prenantes. Au lieu de se casser la tête à discuter des choses qui sont en bas du classement, eh bien, passons du temps sur nos points communs, sur les points sur lesquels nous sommes tous d'accord, eh bien, pour les travailler. Le gaspillage alimentaire, le social, l'intégration, les minorités visibles. Et donc tout cela, ça fera de vos résultats, de meilleurs résultats économiques. Et la bienveillance avec les salariés, c'est très bénéfique aussi pour les résultats, parce qu'un client, un salarié heureux est un client heureux. Absolument. Et c'est ce que je répète souvent dans ce podcast, c'est que RSE et performance économique, c'est compatible. Donc, merci pour ton mot de la fin, Rami. Un grand merci. Merci Claire. D'être venu aujourd'hui. Merci pour tes conseils. Merci pour le partage de ton expérience. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir un binôme, 2 personnalités engagées qui sont à la tête des entreprises pour la cité, Stéphane Roussel et Yann Tanguy. Merci à tous. Que je salue. Et bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup. Encore, Merci Rami. Claire. Merci à tous.